Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois d'octobre. J'ai terminé le mois de septembre / commencé le mois d'octobre avec une lecture pour laquelle j'avais beaucoup d'attentes. J'avais entendu beaucoup de bons commentaires et les thématiques semblaient être de celles qui pourraient me plaire. Donc j'ai commencé avec le premier tome de la série The Remnant Chronicles. Le premier tome, c'est The Kiss of Deception, série écrite par Mary E. Pearson. Donc dans ce livre-là, on va suivre la princesse Lia. Au tout début du livre, elle va s'en aller de son royaume parce qu'elle ne veut pas avoir à se marier avec un prince. C'est un mariage arrangé, elle l'a jamais rencontré, elle sait pas de quoi il a l'air. C'est son père qui est venu pour arranger ce mariage-là et elle ne veut rien savoir pour une multitude de raisons. Donc elle va s'enfuir, aller dans une petite ville avec sa servante, la personne qui s'occupe d'elle, et sa gouvernante, la jeune fille qui traîne avec elle, et elle va essayer de vivre une vie de mortelle, de citadine, pendant le reste de ses jours, en espérant que les gens l'oublient et que tous ses problèmes ne lui retombent pas dessus. Ce qui est intéressant, c'est que en partant, il y a deux personnes qui vont se mettre à sa recherche, deux personnes plus particulièrement parce qu'il y a bien du monde qui vont se mettre à sa recherche. Mais entre autres, le prince avec qui elle devait se marier et un assassin qui a été engagé pour la tuer. Et ces deux garçons-là vont arriver à la retrouver à peu près en même temps, sauf que pour une bonne partie du livre, on ne saura pas qui est le prince et qui est l'assassin. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette série-là? Je vous avouerai que j'ai l'impression que mes attentes ont joué beaucoup sur mon appréciation de ce livre-là. Lorsque j'ai entendu dire qu'on savait pas c'était qui le prince puis l'assassin, je m'attendais à être vraiment mélangée, que tout au long du livre, je me dise « Ah, ça doit être le prince. Ah, lui, non, finalement, je pense que ça doit être l'assassin. » Je voulais vivre quelque chose que tout au long, j'ai des doutes puis que je change tout le temps d'idée sur ma perception de qui est qui. Alors que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Dès le départ, j'avais une idée très claire, selon mes propres conceptions, de qui était le prince et qui était l'assassin. Il semblerait que je me sois trompée. Il y avait une chance sur deux que j'ai raison, mais lorsque j'ai su que j'avais pas raison, j'étais encore plus insultée parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des choses qui étaient pas expliquées et que, au final, mes explications dans ma tête étaient plus logiques que celle dans le livre. Donc, j'étais comme insultée plus que surprise. Ouais, je sais. Et l'autre chose pour laquelle j'étais vraiment déçue, c'est que je m'attendais un petit peu à un triangle amoureux entre les trois personnages. Je voulais vivre un vrai triangle, dans le sens que j'aimerais ça être prise entre les deux personnages et vraiment pas savoir lequel elle choisirait ou lequel je choisirais. Alors que là, c'était ma foi assez très claire, elle avait une préférence indéniable pour un des deux. Donc, c'était pas un triangle amoureux au même titre que j'aimerais en avoir un dans ma tête, avec deux personnages aussi intéressants puis une protagoniste vraiment mélangée entre les deux. Donc, ces deux éléments-là ont fait que, forcément, j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais des attentes peut-être irréalistes, peut-être mal placées, et le livre n'a pas réussi à atteindre mes attentes, malheureusement. J'ai eu aussi un petit peu de la misère à embarquer, je sais pas, je savais pas trop où est-ce que ça s'en allait, j'avais plus ou moins d'intérêt pour la suite, pour ce qui se passait. Je sais pas si c'était mon mood aussi, parce que j'ai l'impression d'être dans un drôle de mood de lecture. Je lis des trucs qui sont peut-être plus young adult et j'ai peut-être plus envie de vivre de l'adulte. Et malgré tout, il y avait quand même des éléments que j'ai préférés, par exemple, d'une lecture que j'ai faite en septembre. Je trouvais que le monde était beaucoup plus expliqué, comprenait plus notre temps. Donc ça, c'était quand même quelque chose que j'appréciais du début. On sentait une certaine lenteur dans l'univers pour qu'on comprenne certaines choses importantes pour la suite. Et ça, j'apprécie lorsque c'est pas un monde qu'on connaît, lorsque ça s'étend pas trop longtemps, mais avoir une certaine base puis pas me sentir dans le néant, ça me
permet de sentir que je suis impliquée. Et malgré tout, ça l'a pas tant fait. Il y a comme une deuxième péripétie qui arrive à peu près moitié, trois quarts. Donc, on a le dévoilement là, de qui est qui, prince et assassin, puis on s'en va un petit peu ailleurs. Je pense que j'ai préféré la fin, mais encore là, la thématique principale, c'est pas nécessairement dans mes préférences. Et c'est ça, j'ai eu de la misère à continuer la lecture, je me sentais pas super attachée à la protagoniste, pas super attachée aux deux sidekicks, l'assassin et le prince qui sont autour. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient vraiment de moi. Par contre, on me dit que pour cette série-là, les tomes 2 et 3 sont meilleurs que le premier. Je sais pas pour l'instant si j'ai envie de tenter ma chance. Pour l'instant, j'ai comme pas nécessairement envie de continuer dans cet univers-là. Donc, on va laisser passer le temps, puis éventuellement, peut-être que je me réessayerai, puis je testerai le tome 2, mais malheureusement, ça a été quand même une bonne déception parce que j'étais tellement sûre, là, la royauté, une princesse qui se sauve, une sorte de prince, d'assassin, de triangle amoureux, puis c'était comme un rêve, j'étais prête à comme dévorer cet ouvrage-là, et malheureusement, c'est pas arrivé pour possiblement plein de raisons. Alors, on continue avec le deuxième tome de la trilogie La Faucheuse. En anglais, c'est Sight. Donc, le deuxième tome se nomme Thunderhead. C'est une série qui a été écrite par Neal Shusterman. Si vous avez vu cette vidéo-là, je l'ai lu le premier tome dans le cadre de on lit selon notre type énéagramme, et dans le premier tome, il semblait ou semblerait qu'il y a un personnage, Rowan, qui a exactement le même type d'énéagramme que moi, soit 9L8. Et dans cette vidéo-là, j'étais, ma foi, complètement en désaccord avec cette affirmation, mais j'avais quand même bien aimé le premier tome, qui est la science-fiction YA. Qu'une fois le premier tome terminé, j'avais envie tout de suite de me plonger dans le deuxième. Dans ma tête, c'était comme un 4 étoiles, un bon 4 étoiles assumé. Mais malgré tout, j'étais comme, j'aimerais ça continuer des séries, puis je regardais les séries que j'avais commencé, ou que je pouvais continuer ou terminer. Puis je me suis dit, finalement, après quelques mois, j'ai quand même beaucoup de curiosité à savoir comment cette série-là va continuer. Et rappelez-vous qu'habituellement, je suis une grande amoureuse des premiers tomes. Donc, tu sais, si un premier tome est un 4 étoiles, je m'attends à être déçue pour le deuxième tome. Donc, tout ça jouait dans la balance, mais malgré tout, j'ai décidé de le prendre et de le lire. Ça va être dur pour moi de faire un résumé du deuxième tome parce que forcément, tout ce qui se passe ici, c'est directement lié au premier tome. Mais dans le premier tome, on va rencontrer deux protagonistes, Citra et Rowan. On est dans une société futuriste d'aujourd'hui où une intelligence artificielle gère la vie des humains de plusieurs manières. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau technologique et au niveau médical, ce qui fait en sorte que des morts naturelles n'existent plus. Lorsque tu as un accident, tu peux être ressuscité d'un certain sens, guéri, puis ramené à ce que tu étais auparavant. Même la vieillesse, c'est plus un enjeu, les gens peuvent rajeunir. Donc on est dans cette espèce de monde qui devrait être en théorie parfait. Mais là, vu que les gens ne meurent plus de manière naturelle ou accidentelle, il a fallu quand même trouver une solution à tout ça, et ils ont inventé le statut de faucheur. Donc, il y a des personnes qui sont choisies et ils doivent tuer, glaner un certain nombre de personnes par semaine pour faire en sorte que la croissance sur la planète ne soit pas trop grande et qu'il reste malgré tout un nombre acceptable en fonction des ressources disponibles sur cette planète-là. Sur la planète Terre. Donc ça, c'était le concept du premier tome. Puis là, moi, j'ai lu la suite, le deuxième tome. Thunderhead, c'est cette intelligence artificielle, donc on plonge vraiment
plus à comprendre comment cette intelligence-là fonctionne, quelles sont ses limites, comment elle agit, comment elle peut donner des informations aux humains, comment les humains l'utilisent. Donc, on est vraiment plus dans la tête de cette intelligence artificielle-là, mais aussi on continue à suivre les protagonistes qu'on a découverts dans le premier tome, particulièrement Citra, parce que c'est elle qu'on suivait le plus dans le premier tome et c'est elle, encore une fois, qu'on suit le plus ici. Lorsque j'ai embarqué dans ce deuxième tome-là, je m'attendais pas à grand-chose, mais rapidement, on dirait que tout s'est mis en place. J'aimais beaucoup l'alternance entre les chapitres de l'intelligence artificielle et par la suite suivre Citra dans sa vie. Je me suis rendu compte aussi que j'appréciais beaucoup les personnages principaux. Citra, il y en a d'autres aussi autour d'elle qui gravitent, certains personnages secondaires. Et malgré que c'est quand même un univers foisonnant avec beaucoup de personnages tertiaires, secondaires, mais il y en a beaucoup que j'appréciais, puis je me faisais du souci pour eux. Donc ça, c'était comme vraiment un bon signe. Je m'attendais pas à que ça soit aussi agréable et à ce que je me sois comme ennuyée de ces personnages-là. Donc ça, c'était vraiment bien parce que je care pour ces personnages-là, puis lorsque j'ai de l'intérêt, lorsque je me soucie d'eux, ça veut dire que s'il se passe des choses, ben je suis investie. L'autre enjeu, c'est vraiment l'histoire, parce que dans le premier tome, on a vraiment, je pense, mis les bases de l'univers, on a simplifié beaucoup de choses pour que ça soit assez compréhensible pour nous, et aussi on le voyait de la perspective de Citra et Rowan, qui sont deux jeunes adolescents qui n'étaient pas faucheurs avant. Donc, on a appris à connaître cet univers-là en même temps qu'eux. Là, dans le deuxième tome, on connaît l'univers et ça se complexifie, vu qu'on est aussi dans la tête de l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de choses autour, on se rend compte que c'est dark et que c'est tordu et que au-delà de cet aspect de monde parfait, mais ça n'existe pas. Donc, il y a des trucs laids, il y a des zones grises, et il y a même des trucs complètement abominables qui sont là malgré tout. Ce livre-là, c'est vraiment une montagne russe. Et c'est une montagne russe d'émotions parce qu'il y a des éléments, des personnages qu'on connaît, qui vont vivre des épreuves. Il y a des personnages qui reviennent du premier tome, qui prennent plus d'ampleur. Il y a des personnages nouveaux qu'on découvre. Et aussi, il y a des événements qui reviennent. Donc, le genre de conseil des faucheurs qui revient une fois par année. Donc, c'est un moment qu'on a vécu l'année dernière, qu'on comprend un petit peu plus comment ça fonctionne. Mais là, on le revit, mais dans des situations différentes. Un an après, les jeunes ont évolué, la situation a évolué. Donc, il y a comme des moments qu'on reconnaît, il y a des moments nouveaux, il y a des situations nouvelles, il y a des situations connues. C'est vraiment une montagne russe parce que c'est aussi plein de revirements de situation, de rebondissements. Lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en dessous, il y a une autre couche, puis il y a des choses qu'on croyait être d'une telle façon, et ce n'est pas exactement ça, finalement, où il y a eu des entourloupettes. Donc, en tout cas, c'est un roman, là, que j'ai vécu beaucoup d'émotions. Il y a un moment précis que je me suis dit, est-ce que je vais être capable de continuer à le lire? Parce que j'étais tellement investie, mais tellement anxieuse de ce qui se passait avec ce personnage-là, puis je voyais que ça s'en allait pas super bien, puis j'étais comme, est-ce que je vais être capable de vivre dans la détresse que ce livre-là va me placer? Parce que j'ai tellement d'amour pour ce personnage-là que je veux vraiment pas lire ce qui s'en vient, tu sais, je veux pas avoir à vivre ça. Donc, j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions au travers de ce livre-là. Et même la fin, je veux dire, c'est toute une fin explosive. On la voit pas arriver, on s'attend pas du tout à ça. Et ça promet énormément pour le troisième tome. Donc, cette lecture-là, pour moi, ça a été vraiment là, un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie chavirée, bouleversée, terminer un livre puis être comme hantée par ce que je viens de lire, puis par les personnages, par les actions, par l'univers. J'étais vraiment là, une genre de sensation incroyable. Pas nécessairement une belle sensation, mais tu sais, j'ai vraiment vécu quelque chose tout au long de ce livre-là. Et je pense même que
je l'embinais à un certain moment pour pas le terminer, parce que, tu sais, c'est quand même une belle grosse brique de 500 pages, mais je dévorais chaque page, puis j'appréciais le moment que je passais avec eux, et ben, les moments qui étaient durs, j'ai passé plus vite, là, parce que j'étais comme, faut que ça finisse, faut que je sache s'il va s'en sortir, mais lorsque, comme tout allait bien, lorsque c'était juste leur petite vie de faucheur, j'y allais doucement, puis j'appréciais ce que je lisais, ça a vraiment été une grosse lecture. Tu sais, malgré tout, mon année, c'est quand même des bonnes lectures, mais j'ai pas eu beaucoup de gros coups de cœur. Mais celui-là, définitivement, je l'ai même préféré au premier tome. C'est quelque chose de wow! Et j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome. Je sais pas si je vais pouvoir le lire d'ici la fin de 2022 parce que il y a plein d'autres choses que je veux lire, mais définitivement, je vais essayer de le mettre au top de ma liste parce que j'ai trop de questions, parce que j'ai tellement aimé ça, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que le troisième pourrait être encore meilleur? Est-ce qu'une fin de trilogie pourrait me satisfaire à ce point-là? C'est jamais arrivé, je crois. Par la suite, j'ai lu le collectif de nouvelles Maison des jeunes, collectif publié par les éditions de ta mère. Malheureusement, je viens de vous parler d'une méga grosse lecture, d'un méga gros coup de cœur, puis celui-là, ça a été un abandon. Je voulais lire tous les ouvrages de Jean-Philippe Barguérard et tous ceux où il avait écrit des nouvelles, parce qu'il en a écrit plusieurs. Et ce sont toutes des nouvelles qui ont été publiées avec les éditions de ta mère. Puis les autres recueils de nouvelles, je peux pas dire que j'ai été vraiment renversée par quoi que ce soit que j'ai lu. C'est sûr que je suis pas le public cible peut-être pour les recueils de nouvelles. C'est rare que ça me renverse, mais l'année dernière, lorsque j'avais lu les recueils de nouvelles où Fanny Demeul avait écrit, j'avais été vraiment bouleversée, puis il y avait vraiment des recueils que je trouvais, ma foi, là, incroyables. Puis cette année, c'est comme vraiment l'inverse. Dans tout ce que j'ai lu des recueils des éditions de ta mère, j'ai été déçue, puis celui-là, c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. Il y en a comme une vingtaine de nouvelles, j'en ai lu 6. Il n'y avait rien de mémorable. C'est un sujet plutôt jeune-ish, si on peut dire, parce que ce sont tous des ados qui sont au cœur des nouvelles, mais c'est un peu trash quand même, tu sais, c'est très sexe, drogue et dérive pour des ados de 14 ans. Puis là, je suis comme un peu malaisée par rapport à ça. Je me dis, est-ce que c'est la nouvelle réalité? Mais j'ai des amis à l'époque qu'à cet âge-là, ils étaient plus réveillés dans toutes ces sphères de débauche, si je peux dire ça ici, parce que on n'est pas majeur à 14 ans. Donc, je lisais les nouvelles, je prenais des notes, puis je trouvais ça quand même assez, ben je veux dire trash, mais comme assez intense. Puis, ayant le double de l'âge de ces personnes-là, puis ayant vraiment pas eu une enfance qui ressemblait à ça, même si j'étais ado, ben, dans les années 90, à la fin des années 90, je peux pas dire que je me retrouvais là-dedans. Donc, c'est ça. Après 5-6 nouvelles, je me suis rendu compte que je retenais rien de ça, je trouvais pas que c'était mémorable. Il y avait pas vraiment de nouvelles qui m'accrochaient tant que ça, que j'avais beaucoup de plaisir à lire. Puis je me suis dit, hey, je suis une nouvelle maths, moi, depuis cette année. Je peux laisser tomber lorsque j'ai plus de plaisir. Et c'est malheureusement ça que j'ai fait pour ce collectif de nouvelles. J'ai lu le troisième tome de la série Un bonheur si fragile, série écrite par Michel David. Donc, j'ai déjà parlé des tomes 1 et 2. Le troisième tome suit encore la même protagoniste, Corinne, qu'on a rencontrée dans le premier tome. Dans le premier tome, c'était les amours, c'était le mariage, c'était la découverte de cet homme, parce qu'à l'époque, en 1900, c'est un roman historique, une fiction historique. Puis le premier tome, c'était ça, là, autour des années 1900. Donc, toute la découverte de cette vie de mariage. Dans le deuxième tome, on était plus dans la période des enfants et une continuation du premier tome. Et là, finalement, dans le troisième, on est 15 ans plus tard. Donc, Corinne, elle a déjà eu plusieurs enfants. Ils ont entre 9 et 19 ans. Et on va suivre maintenant l'étape en tant que mère lorsque
Les enfants eux-mêmes vivent les premiers amours lorsqu'il y a certaines difficultés, certaines épreuves. Et ben sa relation avec son mari est toujours aussi difficile parce que c'est une bouette. C'est aussi dans les années 1916-17, donc il y a toute la première guerre qui a de l'importance et qui va avoir un impact sur eux. Et il y a aussi la grippe espagnole qui rajoute une difficulté. C'est une série que j'aime toujours autant lire, même si c'est une belle petite brique, ça se lit vraiment bien. Tous les moments avec Corinne, avec sa famille, c'est fluide, c'est facile. On embarque complètement dans leur quotidien, on est avec eux. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles et il y a aussi toute l'époque qui est parfois très très lourde par rapport à la condition de la femme. Corinne, c'est une femme forte, résiliente, qui tient sa famille par elle-même parce que son mari vaut pas de la chenoute. Mais même à ça, à l'époque, c'était de sa faute que son mari voulait pas aller à l'église. C'était de sa faute si son mari la trompe. C'est de sa faute si telle affaire. Donc, c'est tout le temps de sa faute malgré que c'est la plus vaillante des deux. Donc, il y a comme quelque chose qui vient vraiment nous chercher, là, à plusieurs moments. C'est douloureux. Puis on voit qu'elle est tellement là, elle est tellement bonne, puis lui est tellement de la merde, c'est juste tellement choquant, cette société de patriarcat, puis cette misogynie de l'époque, là, c'est juste frustrant. Mais c'était comme ça, hein. Donc, c'est un troisième tome que j'ai beaucoup aimé, même si les enfants sont plus vieux, même si elle, là, sa vie, elle a continué, puis elle n'a plus le même âge qu'au départ, c'était quand même super intéressant à suivre. Je dois vous avouer que les moments qui sont pas avec elle, genre avec le prêtre, c'est des moments qui m'interpellent moins, mais il y en a quand même pas tant que ça. Donc, une belle suite, puis il me reste juste le 4e tome pour terminer la série. Et je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour elle parce que Dieu seul sait à quel point elle le mérite. En lecture commune, j'ai lu Cimetière de Stephen King. Si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques années, vous aurez peut-être vu que j'ai déjà essayé de lire Stephen King avec le livre Bazar. Et je n'avais pas terminé Bazar. À l'époque, je n'avais pas réussi à le terminer. Et malgré que c'était une période que je ne m'allouais pas la possibilité de ne pas terminer des livres. Donc, que dire? Lorsque la famille BookTube m'a proposé d'embarquer dans le cimetière, j'ai dit oui parce que je dis tout le temps oui, mais j'avais un petit peu la chienne. En fait, j'avais vraiment beaucoup la chienne de lire cet ouvrage-là. Et je pense qu'il y a eu des modifications parce que je pense pas... En tout cas, j'aurais dit oui, j'imagine d'une façon ou d'une autre, mais de tous les côtés, là, la bibliothèque d'Ottawa ou la bibliothèque de Gatineau, le cimetière n'est pas en format physique. Donc, il fallait soit que je le lise en format PDF électronique ou en format audio. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai décidé de l'écouter en format audio. Moi qui n'écoute pas de livre audio parce que je suis pas capable de faire plus d'une chose à la fois. Donc ça voulait dire que pour 18 heures, j'allais écouter et pas faire grand chose d'autre pendant. Et on pourrait peut-être avancer, tu sais, x2 ou x1.5. Je me suis rendu compte assez vite que ça ne pourrait pas être possible parce que ma concentration foutait le camp lorsque le narrateur parlait aussi vite que ça. Donc, j'ai dû l'écouter pendant 18 heures à vitesse 1, tout simplement. Par contre, il y a une super bonne chose de la version que j'ai écoutée, qui est comme version 2019, quand même assez récent. Le narrateur, là, si je me trompe pas, il s'appelle Julien Châtelet. Il y a une voix à la Bernard Fortin. Puis je trouve que ça fitait vraiment bien avec l'ambiance. C'était comme une belle grosse voix, tu sais, qui pouvait faire un peu, je sais pas, là, lugubre et dans la tonalité du livre. Donc ça, c'était un plus pour l'écoute. De quoi ça parle, ce livre-là? En fait, c'est l'histoire de Louis Creed et sa famille, Creed, qui s'en vont habiter dans un petit village, ma foi, tout petit. Et lui, il est médecin à l'urgence. Il va se passer une situation, une mort bizarre. Et puis à partir de ça, tout va débouler. Mais il y a aussi un cimetière des animaux dans cette ville, dans ce petit village-là. Et il semble avoir des énergies, des esprits, quelque chose de mal autour de ce cimetière-là.
Donc, une fois que la première chose, une fois que le premier drame va arriver, ça va comme débouler sur cette famille-là sans arrêt. J'avais peur d'avoir peur, mais je me suis rendu compte que Stephen King, en tout cas par rapport à Bazar, c'était assez différent parce qu'il me semble que Bazar, je l'avais arrêté parce que je filais pas, là, je l'écoutais puis j'étais plus capable. L'ambiance, j'avais froid dans le dos, j'avais vraiment la chienne. Mais pour Cimetière, ça n'a pas été tout à fait ça. Oui, Stephen King prend le temps de bien construire une ambiance, les lieux qu'on ressent, c'est assez descriptif malgré tout, et les personnages, on les connaît bien, sont développés, et il y a une évolution aussi au travers du parcours de vie de ces personnages-là. Donc, une certaine lenteur, il y a un certain... une ambiance, une atmosphère, tu sais, qu'on peut ressentir tout au long de la lecture, mais j'ai pas eu peur foncièrement. Dans la première partie, il y a quand même des trucs weird qui donnent des images troublantes, mais sinon, c'est pas ce qui est ressorti le plus de cette lecture-là. C'est une lecture qui aborde franchement des thématiques intéressantes et importantes, le deuil, la mort, et c'est fait de plusieurs perspectives parce qu'il y a différents personnages qui ont des vécus et qui ont des analyses différentes, qui réagissent de manière différente. Donc, tu sais, lui, sa femme, ses enfants, ils sont à un stade de vie différent aussi. Donc, toutes des réflexions vraiment intéressantes tout au long du livre, beaucoup plus philosophiques que ce à quoi je m'attendais. Il y a aussi quelque chose, et j'ai su que c'était peut-être un petit peu la signature de Stephen King, qui est très prévisible dans cet ouvrage-là. Donc, le but, c'est pas d'être surpris par différentes actions. On voit assez rapidement la ligne directrice où ça s'en va. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Puis, tu sais, au début de la deuxième partie, il y a un événement qui se passe, puis on sait très bien pourquoi cet événement-là, puis comment ça va débouler. Et de ce que j'ai compris, le plaisir des lecteurs qui aiment Stephen King, c'est tout simplement de le vivre et de voir comment il va arriver à cet événement-là, même si on sait foncièrement, globalement, comment ça va se terminer. Donc, vous comprendrez peut-être que c'est juste pas le type d'ouvrage qui me plaît de manière générale. Moi, c'est pas ça qui me fait plaisir, là, d'avoir une certaine prévisibilité puis d'attendre que ça se passe. Donc, je comprends les forces de cet ouvrage-là, je comprends qui peut aimer, je vois que c'est un ouvrage étoffé et bien construit et, tu sais, il en donne là, pour son argent, mais je suis pas du tout le public cible pour celui-là. J'ai continué une autre série avec le deuxième tome de la série Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Le deuxième tome, c'est Capture. Donc, dans le premier tome, j'avais lu ce tome-là pour la fête de Karine la Mouquineuse. On rencontre un univers de loups-garous, une meute organisée. Et aussi, on se rend compte que des loups-garous qui ne font pas partie de cette meute-là, qui s'appelle les cabots. Donc, on apprend à découvrir la meute et leur organisation et on découvre assez rapidement que la protagoniste qu'on suit, Elena, c'est la seule femme loup-garou, louve-garou. Donc, elle a un statut spécial. Puis là, ça fait des années qu'elle n'est plus vraiment en contact avec la meute. Puis dans le premier tome, on va découvrir ça, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis comment, puis est-ce qu'elle va retourner avec eux. Donc, ça, c'était grossièrement le premier tome. Dans le deuxième tome, ben on découvre que il y a des gens de scientifiques fous qui ont décidé de capturer des gens des différentes espèces. Donc, dans le premier tome, on était uniquement en loup-garou. On n'avait même pas mentionné qu'il pourrait avoir d'autres espèces, mais ici, là, c'est le buffet. Nommez-les, ils existent, ils sont là. Sorcières, chamanes, démons, semi-démons, vampires, il y en a pour votre argent. C'est un festival d'espèces surnaturelles. Et forcément, vu que ces scientifiques-là veulent les capturer, il va y avoir comme un regroupement pour essayer d'être contre eux et de les arrêter.
Et ça s'appelle capture, hein? Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont être capturés et ça va être une bataille jusqu'à la fin pour se libérer. J'étais contente de retrouver Elena, cette protagoniste forte, résiliente, assez indépendante, ma foi, qui peut faire des choix douteux. J'ai encore de la misère à la comprendre foncièrement. Dans ce tome-là, à plusieurs reprises, elle fait preuve d'une grande empathie. Puis je me demandais, je trouvais que c'était comme naturel, dans le sens que comme à plusieurs reprises, elle aurait eu davantage à se sauver elle-même pour pouvoir sauver les autres, mais elle a tout le temps envie d'en faire un petit peu plus, puis ça fait en sorte que ça met un petit peu tout le monde dans le pétrin. C'est une drôle de personnalité, cette Elena. Mais je pense qu'elle s'est pas tout à fait trouvée, puis que, en tout cas, elle pense souvent avec son cœur, puis dans certains moments, ça lui nuit. C'est un ouvrage avec beaucoup d'action. Lorsque je suis entrée dans l'ouvrage, j'étais contente de retrouver les personnages, de retrouver leur dynamique et tout ça. L'action, j'aime bien. Le gros événement majeur, je pensais pas qu'elle allait prendre autant de place dans cette belle brique, mais oui, mais ça se passe bien. C'est sûr que c'est un roman pour moi inégal. Il y a des moments qui passent vraiment très vite. Il y a des moments beaucoup plus lents. Entre autres, les moments de la chasse. Là, moi, pour les chasses de loups-garous, je trouve ça un peu plate. Donc, il y en a eu comme 3, 4, puis c'est des moments où j'étais comme OK. Puis, il y a aussi 2 fois qu'on fait un peu comme le tour des espèces, puis on nous les présente au lieu de comme nous les faire découvrir. Donc, ça aussi, c'était peut-être des moments avec une certaine longueur, mais de façon générale, ça se lisait, ma foi, assez bien. C'était le fun qu'il y ait d'autres personnages aussi qu'on n'avait pas rencontrés dans le premier tome, d'autres espèces. Ça donne une différente dynamique. Et le vilain le plus tordu du monde, celui-là, il m'a fait graisser des dents. Je capotais là, à lire ces moments-là avec lui. J'en revenais pas. Elena est bonne là, parce que moi, je sais même pas comment agir avec ce genre de personnes-là. On dirait que peu importe quelle attitude t'as, tu perds tout le temps. C'est le genre de personne qui m'angoisse à fond. Donc, j'ai capoté lorsque ce gars-là il est arrivé en scène. Là, je tripais pas, là. C'est vraiment un vilain qui est bien fait, puis je le déteste à mort. Donc, ça a été une lecture divertissante, malgré tout. On est à ma dernière lecture du mois d'octobre, et malheureusement, ça a été un abandon. Donc, j'ai terminé le mois avec Mémoire d'immortel de Christelle Verhulst. C'est un livre jeunesse, l'histoire de Lilia, 15 ans, qui devient orpheline, qui perd tout et qui rencontre un garçon avec des pouvoirs surnaturels. Et ce garçon-là va tomber amoureux d'elle et elle, possiblement de lui. Sauf que leur union, c'est quelque chose d'interdit selon les règles de l'univers de Julius. Donc, ça va causer problème et le fait que leur union existe va mettre en péril Lilia. Donc, elle va devoir essayer de protéger la famille qu'elle s'est construite et possiblement d'essayer d'éliminer la menace. C'est un ouvrage très jeunesse. Rapidement, je me suis rendu compte que tout allait à une vitesse, ma foi, c'est même pas vite, là. C'est comme ultra rapide. Il y a une phrase pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qui est qui. Il y a plusieurs personnages. On n'a pas d'élaboration, d'explication plus que ça. Donc, ça devient vraiment... En fait, ça devient pas rien. Dès le départ, c'est très confus, c'est difficile de suivre. On n'a pas assez d'éléments pour nous permettre de bien intégrer l'univers. Tout va juste trop vite. Il y a différents hommes qui tournent autour de Lilia, différentes situations qui se passent. Elle rencontre Julius. C'est comme le plus vite coup de foudre que j'ai jamais vu de ma vie. Puis c'est même pas tant mutuel. Elle sait pas si elle l'aime parce que dans le fond, elle l'a jamais vraiment vu, mais lui, dès la première fois qu'il a mis ses yeux sur elle, lui, il est tombé en amour. Puis tout est juste à une vitesse tellement faramineuse que on a de la difficulté à comprendre vraiment le contexte. Ça va juste trop vite, c'est pas
agréable. Puis c'est ça aussi la raison pourquoi j'ai décidé d'arrêter, parce que là, j'étais rendue à peu près à la moitié, tu sais, j'aurais pu le terminer, ça aurait pas été la fin du monde, mais j'avais vraiment aucun plaisir. Je m'étais pas attachée à la personnage principale, je m'étais pas attachée à cette relation, l'antagoniste, il me faisait pas plus de peine que ça non plus, donc il y avait vraiment aucun attachement de ma part. J'avais tellement pas embarqué dans cette histoire-là que je me suis dit, bof, j'ai pas autant de plaisir à lire, pourquoi je ne fais pas juste l'arrêter? J'ai de la misère à trouver à qui ce livre-là pourrait parler, parce que même pour un public jeune, j'ai l'impression qu'on ne peut pas suivre ce qui se passe. Oui, les ouvrages jeunesse, habituellement, les actions s'enchaînent plus vite, puis il y a moins d'explications, mais là, c'est vraiment comme à un autre niveau. C'est une phrase, une action, une phrase, une action. Ça a juste une vitesse faramineuse. Puis je pense pas que c'est agréable pour aucun public d'essayer de suivre puis d'embarquer dans une histoire comme ça parce que tu peux pas embarquer, le train est déjà parti. Donc malheureusement, c'est comme ça que ça termine mon mois d'octobre avec une bonne déception. Cependant, je m'y attendais possiblement parce que c'est un livre que j'ai acheté il y a des années dans une période que j'aurais peut-être dû lire à ce moment-là. Ça fait aussi partie du fait que je me permets de DNF tous les livres qui viennent de ma pile à lire parce qu'ils sont là depuis une éternité. Donc, d'un autre côté, lorsque j'embarque dans un livre de ma pile à lire physique, puis il me plaît pas, j'ai un peu moins de mal à ne pas le terminer parce que je me suis mis ça en tête de tu fais le ménage de ta pile, tu essaies de les lire, puis si ça marche pas, tu te forces pas, tu les donnes, puis tu passes à autre chose. Donc, de ce côté-là, c'est pas si grave que ça, puis j'ai pas un immense pincement au cœur. Donc, voici mes lectures pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez fait des belles lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours le faire en dessous de ma vidéo. Sur ce, je fais des vidéos le samedi et je vous souhaite de bonnes lectures.